C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. La directrice exécutive du PAM était au cabinet de la vice-présidente de la République. Elle est allée discuter de l'évolution du programme d'alimentation scolaire mis en œuvre au Bénin et les questions bilatérales. Aujourd'hui, 22 juillet, c'est la journée des artisans. Dans le but d'honorer leur contribution au développement économique et social du Bénin, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises leur a adressé un message. Et puis, la période des vacances scolaires est propice aux petits jobs. Certaines personnes sont contre l'idée, d'autres l'encouragent. Le dossier société s'y intéresse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La directrice exécutive du programme alimentaire mondial était au cabinet de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata. Au cœur de leur discussion, l'évolution du programme alimentaire scolaire mis en œuvre au Bénin et les questions bilatérales. Suivez les propos recueillis à la fin par Jean Lombimin et Ulvaeus Balogun. Je suis ici au Bénin pour voir le travail que le PAM fait ensemble avec le gouvernement, en particulier le programme d'alimentation scolaire, qui est un programme exemplaire qui ne doit pas seulement rester au Bénin, mais être étendu dans le reste de l'Afrique. C'est un programme qui construit l'avenir des enfants et je suis particulièrement heureuse de voir que cela marche et que c'est un exemple concret, un bel exemple à étendre ailleurs. J'ai eu l'honneur de rencontrer la vice-présidente, nous en avons parlé. La vision du programme d'alimentation scolaire au Bénin, c'est de couvrir 100% des écoles à l'horizon 2026 et c'est quelque chose dont elle est très très fière. Et que l'organisation continuera à travailler avec le gouvernement dans ce sens. Nous avons également évoqué la question des crises dans la partie nord du pays et nous avons discuté également de la manière dont nous allons nous préparer ensemble pour apporter des réponses à cette crise. Une cohorte de professionnels des médias était à la Cour constitutionnelle. Ils sont allés s'enquérir du rôle de l'institution dans la protection des droits humains. La descente fait suite à une formation initiée à leur endroit par Amnesty International Bénin. Daniel Ada et Ulvaeus Balogun. Professionnels des médias à la Cour constitutionnelle. Il ne s'agit pas ici d'une audience de mise en état, ni d'une audience en plénière, mais plutôt d'une visite à la plus haute juridiction en matière de constitutionnalité. L'initiative émane de Amnesty International Bénin. Notre présence ici, c'est d'échanger avec vous sur le rôle de cette institution, ses défis et les perspectives que nous avons pour avoir un pays qui répondent aux standards internationaux en matière de droits de l'homme. Il s'agit, à travers cette démarche, de renforcer les capacités des professionnels des médias à investiguer et à traiter les différents sujets concernant les atteintes aux droits de l'homme. On dit que la Cour constitutionnelle reçoit des plaintes en violation des droits de l'homme. Elle statue en général sur les violations des droits de l'homme. Donc on a trois motifs qui font la particularité du juge constitutionnel béninois. Il est le garant de la protection des droits de l'homme. Il statue sur les plaintes reçues en matière de droits de l'homme et il statue généralement sur toutes sortes de violations des droits de l'homme. Que vous preniez la garde à vue, que vous preniez la détention provisoire, que vous preniez les traitements inhumains et dégradants, que vous preniez le principe d'égalité, que vous preniez le droit au travail, la liberté de manifestation, même le droit à l'eau potable, le droit à un juste salaire, le droit au travail. Il y a un certain nombre de droits et libertés qui ont été consacrés ici au niveau de la Cour constitutionnelle et la Cour a toujours su maintenir ce flambeau-là de protection des droits de l'homme. Cette visite à la Cour constitutionnelle fait suite à une formation initiée à l'endroit des journalistes en vue de renforcer leur culture des droits humains. Le roi de Savalou était lui aussi à la Cour constitutionnelle. Il est allé dire ses félicitations au président Dorothée Sosa. Le roi est ici au micro de Saturdine Obelakou et Daniel Ada. J'étais ici le jour de la passation des charges. En bon père, il m'a plu quand même de passer de faire
civilité et savoir s'il est en train de penser à le faire, parce que la mission de la nation, moi je vais dire que c'est la nation qui lui a confié cette mission. C'est une mission noble et nous devons l'assister dans nos prières. Et il a de l'expérience, il connaît son job. Le reste, c'est qu'il serait en train de penser à repère, comme je l'ai dit, et connaissant la personne et sa méthode de travail, je suis rassuré que tout ira au mieux. Des militaires de l'opération Mirador sont en formation. Ils mettent en pratique les notions acquises pour une meilleure coproduction de la sécurité au Bénin. C'est une action civilo-militaire médicale au profit des populations de Canan et environ dans le département de Zou. Patrick Ayadji et Abdoulofou Idrissou pour les détails. De l'Inédit à Canan, nous sommes dans la commune de Zobodomé, département du Zou. Des civils souffrants reçoivent ici des traitements médicaux. Leurs médecins traitants, des militaires béninois de l'opération Mirador, formés dans le cadre de la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin. La formation qui prend fin ce jour s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la République du Bénin pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées béninoises. En effet, les défis sécuritaires de nos jours deviennent de plus en plus persistants et les forces armées béninoises, désormais confrontées à la menace terroriste sur notre territoire, ont besoin de mettre à la disponibilité de leur personnel des techniques beaucoup plus pratiques de rapprochement et de communication plus aisées avec les populations civiles sur le terrain en vue d'une coproduction de la sécurité pour tous. La sécurité n'est pas assurée uniquement par la puissance militaire. Cela nécessite des stratégies globales qui s'attaquent aux causes profondes de la instabilité et du terrorisme. En favorisant la cohésion sociale, le développement et en renforçant les relations civiles et militaires et en instaurant la confiance entre la population et ses forces de sécurité, nous ouvrons la voie à un avenir meilleur et plus sûr. Au terme de cette formation, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Nous avons vécu un brassage qui ne dit pas son nom. Un brassage terrible de militaires et de civils. La population de Canan ne voit plus le militaire comme quelqu'un qui veut lui faire du mal, mais plutôt comme des gens qui sont là pour les protéger. Et c'était l'objectif recherché. Outre les techniques d'engagement civil ou collecte d'informations, les bénéficiaires de cette formation d'un mois ont été aussi outillés sur des stratégies en matière de sauvetage au combat et de détection de réseaux humains. Aujourd'hui, 22 juillet, c'est la journée de l'artisan. À cette occasion, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a rendu hommage aux artisans béninois. Pour lui, ils contribuent au développement économique et social du Bénin. Voici un extrait de son message au micro de Esther Amessiga et Oded Doussou. Chers artisanes et artisans, samedi 22 juillet 2023, sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national la journée de l'artisan béninois. Je voudrais, en cette solennelle occasion, au nom de tous les artisans, de tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'artisanat et en mon nom propre, exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance au président de la République. L'engagement du gouvernement du président Patrice Talon au profit du secteur s'est traduit notamment par les recensements des artisans organisés en 2019 et 2021, la rénovation du Salon national de l'artisanat du Bénin, qui se tient actuellement à la plage de Fidrosset du 17 au 27 juillet 2023 avec une nouvelle approche destinée à atteindre les objectifs visés. Cette célébration de la journée de l'artisan béninois sera marquée d'un cachet spécial à travers l'octroi de prix
aux artisans méritants. Cet acte symbolique témoigne de la volonté du gouvernement de reconnaître la valeur des artisans et de leur rendre un hommage mérité. Pour finir, je souhaite, au nom du gouvernement, à tous les artisans dans nos 12 départements, 77 communes et 546 arrondissements, une excellente journée de l'artisan béninois orientée vers un artisanat résolument compétitif et à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. Et puis, bon nombre des artisans béninois se retrouvent depuis le 17 juillet au Salon national des artisans du Bénin. Au programme des ateliers sur différentes thématiques, notamment le renforcement des capacités des maîtres artisans face aux défis des nouvelles technologies. Marcel Betoro y a pris part. En voici les images. Renforcer les capacités des maîtres artisans pour mieux répondre aux exigences technologiques actuelles est une nécessité absolue pour une meilleure évolution du secteur artisanal. Les jeunes artisans ont besoin d'être davantage outillés pour répondre à la demande sans cesse croissante et exigeante du marché. Si c'est seulement ce que nous avions appris auprès de nos patrons formateurs, si nous allons seulement nous baser sur ça, je pense que si nous ne nous rangeons pas, la profession risque de nous ranger. Le monde évolue et nous devons évoluer avec. Nous devons nous parfaire. Nous devons nous mettre toujours en perfection. Les nouvelles technologies, oui, dans tous les métiers, sont impactées, mais en même temps, c'est une opportunité avec une puissance, un outil d'une puissance telle que ça peut nous permettre de passer, de sauter pratiquement une génération de modernisation de l'artisanat. Témoignages et expériences vécues ajoutés à un savoir-faire des aînés dans ce secteur est garant d'une redynamisation des jeunes artisans qui ont suivi avec intérêt ce 4e panel du Salon national des artisans du Bénin. Se mettre ensemble pour travailler, s'échanger des idées par rapport à l'activité que vous faisiez, ça vous fait vraiment avancer. Je trouve que c'est vraiment très important et très nécessaire de se mettre vraiment ensemble pour pouvoir y avancer et se changer des idées. Les artisans béninois contribuent à plus de 13% du PIB. Revaloriser le secteur et surtout outiller davantage les jeunes artisans, c'est garantir une production de qualité à la satisfaction des consommateurs béninois et internationaux. De l'artisanat, on passe à la mode. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts était à l'exposition vente du mois de la mode qui a débuté depuis le 1er juillet 2023. Jean-Michel Abimbola a parcouru divers stands et a échangé avec les vendeurs afin de mieux découvrir leurs articles. L'exposition vente a démarré le 13 juillet et prendra fin demain 23 juillet. Les infrastructures touristiques de Ouidah et Avlékété seront bientôt autonomes en eau potable. Le sujet est évoqué en Conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023 et l'accord a été donné pour la mise en œuvre des travaux de réalisation, de contrôle et de supervision du projet d'alimentation. Marcela Rossi. Ouidah, le fleuron de l'offre touristique du Bénin révélé, va connaître une densification de son réseau d'eau potable. La mise en œuvre des travaux de réalisation, de contrôle et de supervision du projet d'alimentation est autorisée par le gouvernement. Les principaux ouvrages à réaliser portent notamment sur l'équipement et le raccordement de 8 nouveaux forages d'exploitation pour un débit global de 1170 m3 à l'heure et la réhabilitation des forages existants. La construction d'un nouveau château d'eau en béton armé de capacité 1750 m3 sur 20 mètres de hauteur. Le projet prend aussi en compte la construction d'une nouvelle station de traitement en béton armé de capacité 1200 m3 à l'heure et la réhabilitation de la station de traitement existante de capacité 235 m3 à l'heure, la construction d'un réservoir au sol en béton armé de capacité 1200 m3 à l'heure et la construction d'un bâtiment d'exploitation dans l'enceinte de la station de traitement existante.
Entre autres infrastructures à réaliser, figure également la réhabilitation du château d'eau existant de capacité 500 m3, la fourniture et la pose de 7 km de conduite d'adduction d'eau brute, la fourniture et la pose de 88 km de conduite de distribution d'eau traitée de diamètre compris entre 75 et 500 mm, la réhabilitation du réseau d'eau existant sur 72,2 km, puis la mise en place d'un système de télégestion. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique touristique du gouvernement béninois, la côte de la cité historique abrite de nombreux chantiers. La commune, qui atteint la cité internationale de l'innovation et du savoir, Seme City, abrite aussi la station balnéaire d'exception avec un village de vacances Club Med à Vlekete, la réhabilitation du fort portugais, la construction du musée international de la mémoire et de l'esclavage, la construction d'un complexe touristique, la marina, près de la porte du non-retour à Diegbadji. C'est déjà les vacances, occasion pour étudiants et élèves de mettre le temps à profit pour apprendre un métier ou même se faire de l'argent. Mais l'idée n'est pas toujours bien accueillie. Certains l'encouragent, d'autres sont contre. Le dossier société de ce samedi s'est intéressé au sujet. Il est signé Ghislaine Adimi, Gloria Ologan, Igor Ayoso et Oded Doussou. Selon moi, les jobs de vacances vont aider beaucoup parce que après tout, on est élève, on ne fout rien. Donc, on nous donne à manger. Donc, pendant les vacances, quand même, ça va nous aider à se débrouiller et à gagner au moins un petit quelque chose. L'année scolaire finie. Nombre de jeunes élèves comme étudiants se lancent à la recherche d'un emploi rémunéré. Les raisons sont multiples et variées. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici. Sinon, je suis étudiant en physique. Et pour faire le job en vacances, je suis venu pour faire la formation en programmation. Donc c'est un sujet particulier important pour les étudiants ou bien pour les élèves. Il y en a qui le font parce que des fois peut-être les parents n'ont pas les moyens pour pouvoir assurer la contribution qui va être payée l'année scolaire à venir. Donc ils le font pour avoir au moins un peu d'économie pour pouvoir quand même reprendre l'année scolaire dans de bonnes dispositions. Par contre, il y a d'autres qui le font parce qu'ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont en eux la graine d'entrepreneur. Et c'est cette graine d'entrepreneur qui les pousse à vouloir aller pour peut-être se lancer dans le marketing, et dans la vente, dans la négociation. Et ça leur permet plus tard d'avoir les clés, les outils qu'il faut pour être eux-mêmes de leaders. Si pour certains, travailler pendant les vacances pour gagner de l'argent est un choix personnel, pour d'autres, c'est une obligation et des parents sont le plus souvent les instigateurs. Chez moi, je n'ai que des filles et je suis obligée de les laisser aller jobber. Si c'est à partir de 18 ans, moi je vois que ça forme aussi. C'est de montrer à nos enfants aussi que l'effort que les parents font à leur niveau, que ce n'est pas gratuit. Des spécialistes de l'éducation estiment par ailleurs que travailler pendant les vacances est bénéfique pour l'apprenant à plusieurs titres. Donc quand le jeune estime qu'en travaillant pendant les vacances, il se fait de l'argent, ça lui évite de verser dans des pratiques douteuses. Ça lui évite d'avoir à voler ou d'avoir à se donner peut-être, je donne un exemple terre à terre, à la cybercriminalité. Les jobs de vacances pour moi, vous savez, c'est un moyen qui permet aux jeunes élèves qui sont un temps soit peu de griffe au repos, de quand même profiter de leur temps de repos et de chercher de l'argent. Ça leur permet d'être épanouis, de faire d'autres expériences. J'ai fait un job de vacances en tant que surveillant de maison, donc Virgile, j'ai été. Et ça m'a permis quand même d'avoir une certaine rigueur par rapport à ma manière de voir les choses. Je me suis fait une certaine rigueur, il fallait me lever tôt, être là tôt pour tout contrôler avant que le second, celui que je remplace, ne puisse repartir. Donc ça m'a quand même permis déjà d'avoir un peu de rigueur sur moi-même, d'avoir le sens de la responsabilité. Et ça m'a permis aussi sur le plan financier de ne pas dépendre totalement de mes parents. Et c'est ça en fait le leitmotiv de toute la jeunesse aujourd'hui. Chaque parent doit pouvoir détecter la passion de l'enfant.
ce que l'enfant a envie de faire, ce que l'enfant aime faire. Il faut observer les enfants pour pouvoir savoir que tel enfant, lui, il a telle aptitude à telle chose. Et quand vous avez réussi à faire tout cela, vous orientez l'enfant dans le sens de ses aptitudes. Et à partir de là, quand l'enfant même, il est en présence du travail qu'il doit faire, il est heureux. Parce qu'il se sent dans son marigot, comme on le dit, il est à l'aise, il le fait et puis il est épanoui. Pour des raisons de sécurité et d'assurance, les parents se doivent d'orienter, de guider et d'accompagner conséquemment l'apprenant dans son choix d'emploi de vacances. Rendons-nous maintenant à Kandi. Là-bas, les conducteurs de moto n'observent pas la mesure de port de casque obligatoire. Conséquence, beaucoup d'accidents dans la ville sont des cas de traumatisme crânien. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce comportement? Élément de réponse avec Ronald Robinson et Canel Capo. À Kandi, dans le département de la Liborie, les motocyclistes négligent ouvertement la mesure du port de casque, pourtant obligatoire au Bénin. Si j'ai porté casque, ça m'embête. Si j'ai pris un client, ça m'embête encore. Si le client me parle. Le bruit de moteur, ça sonne sur le casque. Si on m'appelle Zézé, je n'entends pas. Petit à petit, je me suis habitué. Le milieu dont on est. Sinon, je vais à Parakou. Actuellement, je porte mon casque. Mais si je suis à Kandi, je n'ai pas l'habitude de le porter. À Kandi, ici. À Kandi, généralement, les gens n'aiment pas porter casque. On ne respecte pas les codes. Tu peux passer là où tu veux. Normalement, on devait porter casque. De l'avis de ce chirurgien de l'hôpital de zone de Kandi, ce ne sont que des prétextes évoqués pour ne pas se conformer à la mesure en vigueur. En plus de sécuriser sa tête, le casque procure plutôt, selon lui, plusieurs avantages à son porteur. Quand on porte le casque, déjà quand il y a la visière, ça vous évite d'avoir les grains de sable, la poussière sur les yeux. Ça participe à une bonne santé oculaire. Si la visière est assez grande et couvre jusqu'en bas, on n'a même pas les problèmes d'inhalation. J'ai constaté des accidents comme ça avec les amis. Bon, c'est les casques là qui les a protégés. Par exemple, le mois de mai, il y a eu 32 traumatismes crâniens. Seulement dans Kandish. Je trouve que c'est lourd. Il y a eu un accident à Gogounou où le cerveau du patient a été ramassé à la petite cuillère et le camion l'a totalement et littéralement broyé sur le goudron. Et s'il avait un casque, ça aurait quand même pu protéger d'une certaine façon. Le traumatisme en lui-même devrait être géré par un anesthésiste réanimateur. Il n'y en a même pas dans la Liborie. On est obligé de les référer à Parakou. Ça fait encore un coût supplémentaire aux patients. Il faut le scanner. Dans les jours à venir, le préfet de la Liborie compte remédier à cette situation préjudiciable à la vie des usagers. Il y aura des actions dans les jours à venir, d'abord pour dissuader. Et si on constate qu'on n'arrive pas à inverser les tendances, bon, il faudrait passer à la répression, au moins pour amener les gens à changer de comportement. Surtout que c'est dans leur intérêt. À bon entendeur, demi-mot. Sport à présent, le 8e championnat africain de wushu se déroule actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 10 athlètes béninois y prennent part. Au soir du 24 juillet, ils comptent bien remporter plusieurs médailles. Reportage Blaise Adampo. Reparti d'Abidjan avec plein de médailles. C'est l'objectif d'Ézéchiel Adandé et ses coéquipiers en foulant le sol ivoirien. Il représente le Bénin pour le 8e championnat africain de wushu. L'objectif, c'est les médailles d'or. Nous ne voyons aucun autre pays devant nous. Le niveau est élevé partout et nous avons mis les bouchées doubles pour être en bonne position. Donc nous faisons peur à certains pays et soyez-en sûrs, nous ne voyons aucun pays qui nous ferait mal. L'objectif n'a pas changé comme depuis des années, c'est la haute place du podium et nous en sommes convaincus et confiants de ça. Psychologiquement, on s'attendait à ce que le trajet déjà soit fatigant, donc on s'est armé déjà et je pense que c'est une partie de la compétition, donc non, ça, on aura le temps de récupérer. Pour briller à cette compétition au Palais des Sports de Trècheville, le Bénin est présent avec 10 athlètes. Ils ont suivi un bon plan de préparation à Cotonou. En Sanda, nous avons pris les meilleurs parce que vous savez, la facture de cet événement est de très haute portée.
Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des Égyptiens, il y a des Tunisiens, il y a les Marocains, il y a les Sénégalais, il y a les Ivoiriens qui attendaient ce moment depuis longtemps. Ils se sont préparés à ça. Donc nous avons pris aussi les meilleurs que nous avons, nous les avons préparés, nous les avons fabriqués pour qu'ils puissent affronter cet événement aussi. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons 2 au niveau du Sanda, dans la catégorie des moins 60 kg et des moins 65 kg. Et nous avons aussi au niveau de Taoulou une panoplie d'athlètes. Nous avons rempli près de 14 rubriques en Taoulou. Vous aurez l'occasion de les voir à l'œuvre. Le 8e championnat africain de Wushu, c'est du 21 au 24 juillet 2023. Les pratiquants d'une quinzaine de pays sont attendus. Tout est fait, prêt, tout est calibré. On est prêt à accueillir autant de délégations qui va venir là. Nous, on est prêts. Donc, ils seront logés, ils seront nourris et puis ils seront convoyés. La compétition Tao et le combat commence le samedi, dimanche et lundi. Au menu, ce vendredi 21 juillet, la pesée et le tirage au sort. Hors du Bénin au Kenya, la police tire des gaz lacrymogènes et des balles réelles sur des manifestants. En Sierra Leone, une nouvelle drogue fait des ravages sur la jeunesse. La page inter est signée Saturnine Obelako. Les Kenyans ont largement ignoré l'appel de l'opposition à relancer les manifestations anti-gouvernementales, bien que des affrontements isolés aient éclaté dans plusieurs villes, dont la ville de Kisumu, où la police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles sur les manifestants. Au moins 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Les troubles ont alarmé la population et la communauté internationale. Depuis plusieurs années, une nouvelle drogue de synthèse fait des ravages au Sierra Leone. Le kush, du cannabis mélangé à des produits chimiques dont la composition varie, attire la jeunesse désœuvrée. À 25 centimes la dose, le kush se fume toute la journée, transportant le consommateur dans un état de somnolence. Les jeunes meurent. Salam Ibrahim Assam Koroma, un travailleur social qui fait de la sensibilisation dans les communautés. Pour faire face à cette crise, l'hôpital psychiatrique universitaire du Sierra Leone est la seule structure du pays à accueillir les toxicomanes. En France, à l'occasion du compte-rendu du premier conseil des ministres post-remaniement, Olivier Véran affirme que l'épouse du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, travaille dans le secteur public en matière de politique de santé, donc il y a des règles qui sont établies. Le porte-parole du gouvernement recuse tout conflit et lien puisqu'on parle là de public. Seulement, il n'y a pas de conflit ni de lien puisqu'on parle là de public. L'épouse du ministre de la Santé travaille dans le secteur public. Donc il y a des règles qui sont établies, il y a une haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est saisie de cette question, qui a déjà mis en place des recommandations dans ce type de situation, de manière à ce que tout ce qui pourrait concerner directement l'activité de son épouse fasse l'objet d'un déport du ministre. 8 d'entre nous, ils découvraient la table du Conseil des ministres, le fonctionnement, et le président de la République, ainsi que la chef du gouvernement, posent des règles d'hygiène en matière de fonctionnement, parmi lesquels faisons attention à l'image que nous renvoyons de notre action et aussi de la confiance qu'ils nous ont accordée. Le président russe Vladimir Poutine prévient qu'une agression contre le Bélarus équivaudrait à une agression contre la Russie et que Moscou y répondrait par tous les moyens possibles. Le déclenchement d'une agression contre le Bélarus équivaudra à une agression contre la Fédération de Russie. Nous y répondrons par tous les moyens à notre disposition, met en garde le président Vladimir Poutine durant une réunion de son Conseil de sécurité diffusée à la télévision. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.
chers artisanes et artisans, chers professionnels des métiers de l'artisanat, samedi 22 juillet 2023 sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national la journée de l'artisan béninois. Instituée par décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, la journée de l'artisan béninois est la plus grande manifestation nationale du secteur de l'artisanat qui vise à honorer les artisans pour leur contribution au développement économique et social de notre pays. Je voudrais, en cette solennelle occasion, au nom de tous les artisans, de tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'artisanat et en mon nom propre, exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance au président de la République pour l'attention particulière qu'il accorde au secteur. L'engagement du gouvernement du président Patrice Talon au profit du secteur s'est traduit notamment par les recensements des artisans organisés en 2019 et 2021, la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, qui marque le point de départ d'un accompagnement durable et massif dans tous les domaines d'activité. L'actualisation de la politique nationale de développement de l'artisanat, qui se veut plus inclusive et dont le processus de finalisation est en cours. La rénovation du Salon national de l'artisanat du Bénin, qui se tient actuellement à la plage de Fidrosset